Le dernier extrait qu'on étudie aujourd'hui, c'est la fin de la première partie, qui va concerner surtout la mort de la mère de la princesse de Clèves, donc la mort de Madame de Chartres. Donc c'était de la page 111 à la fin de la première partie. Donc depuis le lendemain, comme il était chez la reine et qu'il parlait à Madame la Dauphine, jusqu'à page 118, il la défendrait contre Monsieur de Nemours. Donc je ne vais pas relire tout ce passage qui est assez long, je vous demande vous de le lire. Donc petit résumé, qu'est-ce qu'on apprend juste avant? Le duc de Nemours exprime dans une discussion le fait qu'il est insupportable pour un amant, c'est-à-dire quelqu'un qui est amoureux, que la femme aimée s'y rende alors que lui ne peut pas s'y rendre. Cette conversation est rapportée à la cour, dans l'entourage de Madame la Dauphine, et la princesse de Clèves l'entend. Elle entend que Nemours a tenu ses propos. Or, il y a un bal tenu par le maréchal de Saint-André, auquel le duc de Nemours ne peut se rendre, et donc la princesse de Clèves, en son fort intérieur, décide de ne pas aller non plus au bal, quelque part pour faire plaisir à Monsieur de Nemours, en espérant qu'elle sera sans doute, qu'elle sera peut-être cette femme qu'il aime. Donc elle se trouve des mauvais prétextes, elle prétend être un peu malade, elle n'a pas forcément encore vraiment conscience elle-même d'être amoureuse du duc de Nemours, mais à cette occasion, la mère de la princesse de Clèves prend connaissance des sentiments de sa fille, elle commence à se douter de quelque chose. Après ça, donc la mère de la princesse, qui éprouve des doutes sur l'amour de sa fille, va l'attester. Elle lui raconte qu'on soupçonne une passion entre la reine Dauphine et le duc de Nemours. En voyant le visage de sa fille se décomposer et sa réaction, bon, j'essaie de retrouver le passage, elle crut si bien voir combien elle s'était trompée dans tout ce qu'elle avait pensé des sentiments de ce prince, qu'elle en changea de visage. Madame de Chartres s'en aperçut. Il vint du monde dans ce moment. Madame de Clèves s'en alla chez elle et s'enferma dans son cabinet. Donc, la mère ici, elle réellement la manipule en lui racontant une histoire qui a été vraie mais qui n'est plus vraie. Cette potentielle liaison entre la reine Dauphine et Nemours. Elle la manipule dans le but d'observer les sentiments de sa fille. Et c'est cette manipulation de Madame de Chartres qui va faire prendre conscience pour la première fois à la princesse de Clèves qu'elle est amoureuse. Donc je vous lis le passage, on est page 113. L'on ne peut exprimer la douleur qu'elle sentit de connaître, par ce que lui venait de dire sa mère, l'intérêt qu'elle prenait à Monsieur de Nemours. Elle n'avait pas encore osé se l'avouer à elle-même. Elle vit alors que les sentiments qu'elle avait pour lui étaient ceux que Monsieur de Clèves lui avait tant demandés. Elle trouva combien il était honteux de les avoir pour un autre que pour un mari qui les méritait. Elle se sentit blessée et embarrassée de la crainte que Monsieur de Nemours ne la voulût faire servir de prétexte à Madame la Dauphine, et cette pensée la détermina à conter à Madame de Chartres ce qu'elle ne lui avait point encore dit. Donc un passage qui est extrêmement intéressant puisque on observe, ici c'est la première incursion réellement dans ce qui se passe dans la tête de Madame de Clèves. Une petite expédition psychologique, si on veut, où réellement on commence à prendre conscience de la façon dont elle fonctionne, de sa psyché, de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc, qu'est-ce qu'on observe de crucial également dans ce passage? C'est la présence de la douleur. En fait, elle se rend compte de l'amour au moment où elle éprouve de la douleur de la jalousie. On ne peut exprimer la douleur qu'elle sentit de connaître l'intérêt qu'elle prenait à Monsieur de Nemours. Deuxième prise de conscience, en prenant conscience de l'amour qu'elle éprouve pour Nemours, elle prend conscience également de ce qu'est l'amour et de ce que son mari demandait d'elle. Donc son sentiment moral ici se réactive. Il était honteux de les avoir pour un autre que pour un mari qui les méritait.
Et dernière chose qui est intéressante, c'est qu'on voit une première volonté d'aveu de la princesse de Clèves. Elle a envie d'aller tout conter à sa mère. Mais cette première décision d'aveu, en fait, on va voir cette figure de l'aveu qui va revenir, puisqu'elle va avouer plus tard au prince de Clèves qu'elle en aime un autre. Donc vraiment, cette thématique de l'aveu est essentielle dans le roman. Mais ce mouvement d'aveu va être interrompu par la maladie de la mère qui intervient. Donc la mère s'est retirée, mais elle trouva que donc elle alla le lendemain matin dans sa chambre pour exécuter ce qu'elle avait résolu, mais elle trouva que Madame de Chartres avait un peu de fièvre, de sorte qu'elle ne voulut pas lui parler. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend également, c'est que peut-être, Madame de Lafayette ne résout pas, mais peut-être que la fièvre et la maladie de Madame de Chartres a été suscitée par la contrariété de voir sa fille tomber amoureuse de quelqu'un qui n'est pas son époux. Donc on n'a rien qui nous permet de résoudre cette question dans le livre, mais en tout cas, c'est ce que nous donne à entendre cette apparition soudaine de la maladie, et ce qui va expliquer plus tard le poids de la culpabilité aussi chez la princesse de Clèves, qui peut-être va se sentir responsable de la mort de sa mère. Donc la mère, au début on pense que la maladie est passagère, et en fait cette maladie s'aggrave progressivement, à tel point que Madame de Clèves, Madame de Chartres va faire un dernier discours à sa fille pour la mettre en garde contre cet amour. Donc au chevet de sa mère, donc la princesse de Clèves est au chevet de sa mère, ne sort quasiment pas, et le duc de Nemours trouve des prétextes pour essayer de venir la voir, donc sous prétexte de rendre visite à son mari. Donc qu'est-ce qu'on lit, page 116 ? Elle ne pouvait s'empêcher d'être troublée de sa vue, et d'avoir pourtant du plaisir à le voir. Mais quand elle ne le voyait plus, et qu'elle pensait que ce charme qu'elle trouvait dans sa vue était le commencement des passions, il s'en fallait peu pour qu'elle ne crût le haïr par la douleur que lui donnait cette pensée. Donc tout petit passage, mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que c'est l'ambivalence de l'amour qui est à la fois plaisant, elle trouvait du plaisir à le voir, et qui est en même temps une souffrance. Il s'en fallait peu qu'elle ne crût le haïr par la douleur que lui donnait cette pensée. Donc l'amour est le commencement des passions, nous dit le texte, et je vous rappelle l'étymologie du mot passion, qui vient du mot latin qui signifie la souffrance. Donc cette douleur est créée ici par le fait qu'elle ne veut pas perdre contrôle d'elle-même, et qu'elle sait que l'amour est une perte de contrôle, déjà. Donc je vous lis ensuite le long discours de la mère de la princesse de Clèves, donc Madame de Chartres, sur son lit de mort. « Il faut nous quitter, ma fille, lui dit-elle en lui tendant la main. Le péril où je vous laisse et le besoin que vous avez de moi augmentent le déplaisir que j'ai de vous quitter. Vous avez de l'inclination pour M. de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Il y a déjà longtemps que je me suis aperçue de cette inclination. Mais je ne vous en ai point voulu parler d'abord, de peur de vous en faire apercevoir vous-même. Vous ne la connaissez que trop présentement. Vous êtes sur le bord du précipice. Il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. Songez ce que vous devez à votre mari. Songez ce que vous vous devez à vous-même, et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaitée. Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour. Obligez votre mari de vous emmener. Ne craignez point de prendre des partis trop rudes et trop difficiles, quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord. Ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Si d'autres raisons que celles de la vertu et de votre devoir vous pouvaient obliger à ce que je souhaite, je vous dirais que, si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes. Mais si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie pour n'en être pas témoin. » Donc on a une mise en garde extrêmement dure, extrêmement sévère. On observe l'omniprésence des impératifs,
Songez ce que vous devez, songez ce que vous devez à vous-même, ayez de la force, ne craignez point, retirez-vous. Elle lui fait également des reproches durs. Vous êtes sur le bord du précipice. Donc elle lui reproche d'être sur le point de tomber, de céder. De ne pas avoir été sincère aussi, petit reproche reproche qu'on peut lire de façon sous-jacente. Vous avez de l'inclination pour monsieur de Nemours. Je ne vous demande point de me l'avouer. Je ne suis plus en état de me servir de votre sincérité pour vous conduire. Donc elle n'est plus en état d'attendre de la sincérité de sa fille. Donc reproche sous-jacent de ne pas avoir été sincère. Alors que, comme on a vu, la princesse de Clèves n'était même pas elle-même très consciente en fait de cet amour. Donc une insistance extrême sur la réputation, sur le fait qu'elle se doit, sur son honneur, donc elle se doit à elle-même, et sur cette dimension de singularité, qu'elle a peur de la voir tomber comme les autres femmes. Et ce qu'on observe à la fin également, c'est cette conclusion extrêmement dure. Si vous n'êtes pas capable de vous retenir de cette inclination par le sentiment de devoir, songez à moi, songez que si je vous vois tomber dans la mort, depuis l'au-delà, vous me feriez, je ne pourrais pas trouver la paix dans l'au-delà si je vous sais tomber dans l'infidélité. Et je reçois la mort avec joie, je préfère mourir que de vous savoir sur le point de tomber dans une infidélité. Donc elle préfère vraiment littéralement mourir que de voir sa fille perdre son honneur. Donc vous imaginez bien une des dernières paroles extrêmement dures pour la princesse de Clèves. Donc ce qu'on observe, c'est cette figure en fait très ambiguë de la mère qui est à la fois encourageante, qui est à la fois une force morale et un soutien moral pour sa fille, et qui est en même temps extrêmement culpabilisante. Donc comment la princesse de Clèves va-t-elle pouvoir se libérer de cette emprise ? Et est-ce que cette douleur de l'amour qu'elle éprouve n'est pas aussi liée à cette figure de la mère, quelque part empoisonnante peut-être ? Donc dernière question sur ce passage, un peu plus loin. Donc Madame de Clèves meurt, la princesse de Clèves ne se console pas et elle décide de partir à la campagne pour s'isoler. Donc dans leur maison de campagne, dans leur demeure de campagne. Donc qu'est-ce que Madame de Clèves attend de son mari ? Elle attend de son mari qu'il la défende, donc on a le mot défend. Il lui semblait qu'à force de s'attacher à lui, il la défendrait contre monsieur de Nemours. Donc pour ce faire, elle essaye de s'attacher à lui encore davantage. Elle ne voulait point qu'il la quittât, elle lui témoignait aussi plus d'amitié et plus de tendresse qu'elle n'avait encore fait. Donc elle essaye de renforcer encore ses sentiments d'estime, de reconnaissance et d'amitié envers son mari, pour ne plus penser à monsieur de Nemours, pour finalement correspondre aux attentes de sa mère et voilà, se porter... et se montrer à la hauteur des dernières paroles de sa mère. Donc la prochaine fois, on passera à la deuxième partie. Bonne fin de journée et bon déconfinement, ou plutôt allègement du confinement, en vous souhaitant quand même de rester extrêmement prudent.